Les femmes sont des êtres humains doués d'un cerveau, il ne faudrait quand même pas l'oublier. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr qu'aussi, sinon il se dilapide. Ah, les féministes, mon Dieu. J'aime pas trop. Aujourd'hui, le Moyen-Âge est considéré comme une période extrêmement favorable pour le pouvoir féminin et qu'à partir de la Renaissance, elles vont peu à peu perdre de ce pouvoir par un certain nombre d'éléments juridiques qui sont mis en place lors de la Renaissance, en particulier la fameuse loi salique qui empêche les femmes d'accéder au pouvoir, c'est-à-dire de devenir, comme le roi, de devenir une reine qui a un véritable pouvoir. Il y a, en ce qui concerne les femmes, une forme de méfiance qui va s'instaurer. Alors, ce n'est pas par rapport à leur capacité, parce qu'il y a des femmes qui sont capables. La première d'entre elles, la plus connue de la Renaissance, qui est Catherine de Médicis. Alors, elles vont être en but à une opposition politique, mais cela, ce n'est pas nécessairement négatif, hein. Ça se passe aussi pour les hommes. En revanche, ce qui va très vite être dit, c'est que les femmes sont inférieures aux hommes médicalement. Anatomiquement, les femmes ont quelque chose en moins que les hommes. La Renaissance, c'est la naissance de la notion de sexe faible. Alors, en ce qui concerne Catherine de Médicis, il y a une légende noire. Alors cette légende noire, on trouve ses origines à la Renaissance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la Renaissance, c'est une manifestation d'une opposition politique. Il se fomente une sorte de complot, qu'on va effectivement appeler le complot du Mardi Gras. Ce parti-là va publier ce libelle où ils vont attaquer Catherine de Médicis pour l'empêcher de prendre la régence, pour la décrédibiliser, mais c'est extrêmement violent, dont tout y passe, elle a des relations incestueuses avec ses fils, elle aurait quasiment assassiné Charles IX, bien sûr, elle est responsable de la Saint-Barthélemy, elle est athée, parce qu'elle veut la paix, donc c'est qu'elle est athée, alors c'est terrible pour l'époque, c'est un reproche énorme. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que ce libelle va être relu par les historiens postérieurs, en particulier au XVIIIe siècle, on va croire ce qui est écrit dedans. Donc, comme ça que se construit une légende noire qui ne correspond pas à la réalité. La question de cette perte de pouvoir des femmes se met en place à la Renaissance. Souvent, on incrimine l'Église, qui a sa part, c'est vrai, parce que l'application du Concile de Trente est assez défavorable aux femmes. Mais pas seulement, il y a une grande partie en fait, de ce qu'on appellerait aujourd'hui les intellectuels, les clercs, l'université, qui va éliminer les femmes du pouvoir intellectuel. Et ça va être quelque chose de très fort parce que ça va avoir un impact. Justement, ce sont ces gens-là qui vont institutionnaliser des règles comme le masculin l'emporte sur le féminin. La phrase le dit bien, ça veut dire. Pour le XIXe siècle,
Une femme de pouvoir, c'est une femme qui n'a de pouvoir que par son sexe. Alors ça, c'est ce qui va être le plus terrible pour les femmes de pouvoir, c'est cette vision uniquement sexualisée de la femme. Et on va en trouver les restes aujourd'hui, où effectivement on va parler que du vêtement, par exemple, féminin, ou de sa situation de famille. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est institutionnalisé par le 19e siècle. Certains dans l'opposition ont parlé d'un régime pompadourien, d'une manière assez inélégante d'ailleurs. Oui. On vous a comparé à une favorite. Je suis peut-être la favorite, mais la favorite de mes électeurs.